Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Communauté engagée, le podcast gratuit qui t'apprend comment créer une communauté engagée. Et aujourd'hui, on va parler de communauté de joueurs. Et pour cela, je reçois Mike. Salut Mike, comment tu vas? Salut Pascal, je vais bien, je te remercie. Mike, pour les auditeurs et peut-être pour les spectateurs, parce qu'on ne sait pas, là j'enregistre en vidéo, ça va être la surprise, on ne sait pas encore. Pour les gens qui nous écoutent, peux-tu te présenter? Bah écoute, oui, bien sûr, je m'appelle Michael Laclé. On m'appelle souvent Mike, c'est un diminutif qui me tient souvent à la peau. J'habite en France. J'ai eu plein d'activités différentes au cours de ma vie, en commençant par analyse programmeur. Puis après, j'ai été musicien professionnel. Et ensuite, j'ai eu un petit parcours politique associatif et j'ai fait un peu de développement personnel. Et je me retrouve aujourd'hui dans un projet de création d'équipe e-sport et à travailler dans le monde professionnel du jeu. Voilà en gros pour aller pour faire ça rapidement. Ouais, bah, c'est déjà pas mal. En plus, ça c'est bien parce que l'e-sport, c'est un secteur qui se développe de plus en plus. Moi, en tout cas, que j'ai vu se développer ces dernières années. Comment toi, t'es arrivé dans le monde de l'e-sport, justement? Alors à la base, il faut savoir que je suis quand même un grand joueur depuis même tout petit. Euh, j'ai toujours été attiré par le jeu de société à la base. Euh, après, pendant mes études universitaires, donc quand j'ai étudié l'informatique, je l'ai fait parce que déjà j'aimais bien les ordinateurs et donc j'aimais bien aussi jouer à des jeux vidéo. Au début, hein, j'ai eu un Amiga, j'ai eu pour les anciens. Euh, et je suis tombé assez rapidement à la fac dans les jeux vidéo, donc StarCraft, où j'étais vraiment un grand fan de jeux de stratégie, plus particulièrement. Et j'ai passé pas mal de temps, j'étais vraiment assez passionné par ça, parce que j'aime bien aussi la compétition. Donc, ça me faisait, c'était assez facile pour moi d'apprécier cette activité. J'ai beaucoup joué avec. Je me souviens au début, c'était avec des modems et je jouais la nuit euh, parce que les heures de téléphone coûtaient moins cher. Et, euh, et du coup, j'ai passé pas mal de temps à jouer au Battle.net. C'était donc les compétitions de jeux vidéo de StarCraft en ligne. À la fin de la fac, je me souviens avec des amis, parce que dans ma promo, j'ai fait un IUT informatique, hein, et dans ma promo, on aimait beaucoup faire des réseaux. Donc dès qu'on avait l'occasion, on prenait nos PC, on prenait une voiture, on allait chez l'un ou chez l'autre, et on passait nos nuits à jouer aux jeux vidéo, clairement. Et ce qui est marrant, c'est que ça nous apprenait pas mal euh, à gérer un réseau d'ordinateurs. Et on a beaucoup appris en fait comme ça aussi à manipuler un ordinateur. À la fin de la fac, je me souviens, à la fin de l'UT, on n'attendait que ça en fait, parce que du coup, vu qu'on jouait la nuit et qu'on allait en cours, parce qu'on voulait quand même avoir un peu notre diplôme, on n'était pas, voilà, on dormait pas beaucoup, mais bon, vu qu'on était jeunes, ça allait. Et, euh, et au final, à la fin de notre DUT, qu'on a quasiment tous réussi à avoir dans ma promo, euh, on s'est dit, bon, ça y est, là, on va enfin pouvoir jouer sans avoir à dormir que 2 heures par jour. Et je me souviens, on était avec, euh, avec 3 potes. On était chez le père d'un pote, on est resté genre 3 4 mois à faire vraiment que ça.
on s'est fait plaisir. Alors, avant, on savait qu'on allait, on savait qu'on allait bosser dans l'informatique parce que, en plus, moi, j'ai eu mon diplôme en 99. Donc, c'était vraiment l'âge d'or complètement dingue au niveau de l'informatique, vu que c'était juste avant le bug de l'an 2000 et que toutes les entreprises enrôlaient à tour de bras tous les informaticiens, tout ce qui ressemblait à un informaticien. Et que, en gros, moi, j'ai fait un DUT en 2 ans et dès la fin du deuxième semestre de ma première année, il y avait 3 ou 4 entreprises qui étaient venues dans notre promo pour nous embaucher si on avait notre DUT à coût de, alors à l'époque c'était en France, c'était genre 11 500 ou 12 500 francs bruts par mois, ce qui était énorme pour nous, vu que on venait juste d'avoir notre bac. Donc on savait qu'on allait trouver du travail si on avait notre DUT sans aucun problème. Donc, à la fin de notre DUT, on s'est dit, bon, on sait qu'on va trouver du travail, du coup, on va se faire quand même une période tranquille où on va faire que jouer. Donc, je me souviens, on l'a eu, je crois, en septembre, je crois, ou ouais, le diplôme. Et du coup, même à partir de juillet, je crois, je sais plus, enfin, pendant 3-4 mois, on a fait vraiment une session intense à coup de livreur de pizza et jeux vidéo. Et pour essayer de se sevrer, quoi. Parce qu'on avait vraiment besoin de ça. Et ça a duré 4-5 mois. Et après, on allait travailler. Et du coup, après, je suis allé travailler pendant longtemps parce que j'ai totalement arrêté le jeu vidéo parce que c'était pas possible en fait. C'est pas possible c'est compliqué. C'est possible, mais vu que moi j'aime être performant et j'ai pas envie de faire les choses à moitié pour être bon. C'est difficile de. J'ai plutôt essayé d'arrêter le jeu vidéo parce que oui, il y a aussi un côté addictif, on va pas se le cacher, qui est pas évident à gérer non plus, et que du coup je me voyais pas concilier la performance en jeu vidéo et un travail classique salarié à l'époque. Donc, je me suis plutôt tourné vers le jeu de plateau, le jeu de société, justement, qui permettait de, bah, de ne pas jouer tout seul, en fait, parce que du coup, quand on est tout seul, avec un ordinateur, bah, on est plutôt confronté à soi-même, et du coup, l'envie, si on est addict, j'avais peut-être une tendance addictive, donc je préférais plutôt me réfréner et ne jouer qu'à des jeux de société parce que du coup j'étais obligé d'être avec des personnes et du coup je jouais beaucoup moins vu que voilà, je ne pouvais pas jouer seul. Donc voilà, j'ai plutôt arrêté jeux vidéo pendant une vingtaine d'années, clairement. Et là j'ai repris gaiement en fait au Covid, comme beaucoup. Je suis retombé dedans en plus. Alors pour la petite anecdote vraiment, j'ai eu un Covid comment dire, dépressif. J'ai eu un Covid dépressif. Alors, souvent, il y a eu cette version-là du Covid, du Covid long et des Covid forts et des Covid destructeurs. Moi, j'ai eu un Covid ouais, dépressif. Ce qui était hyper étonnant pour moi parce que je suis plutôt joyeux de base. Et en fait, là, pour la première fois de ma vie, je n'avais plus envie de rien faire. Mais alors, rien du tout. J'avais plus envie de faire quoi que ce soit. Alors bon, voilà, ce Covid, voilà, comme beaucoup, il m'a couché. Hein, pendant 15 jours, c'est ça, j'avais plus envie de rien faire pendant 15 jours, juste dormir, me lever, manger et redormir. Et en fait, c'était assez pénible, hein, c'était assez surprenant pour moi. Et en fait, la seule chose qui m'a redonné envie, c'est que j'ai installé un jeu vidéo. Et du coup, là, l'envie de faire des choses m'est revenue. Et je suis tombé sur un jeu de stratégie qui m'a qui m'a redonné envie de faire des choses.
Et c'était un jeu communautaire, un jeu qui au final est un véritable réseau social. Et du coup, bah, je suis retourné en gros à mes amours de jeunesse. Et au final, vu que je suis dans une activité, bah, j'essaye de, peu importe ce qu'elle est, j'essaye toujours de le faire sérieusement. Donc du coup, j'arrive implacablement au côté professionnel de l'activité, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve euh, à essayer et à donner mon temps dans ce milieu d'activité-là qui est, alors on appelle ça plus particulièrement, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, le divertissement digital, qui, qui regroupe donc l'activité de e-sport, l'activité de streamer aussi, l'activité de youtubeur et l'activité aussi de tout ce qui est autour du développement du jeu vidéo, de création d'équipes, etc. Donc, ce milieu pro est assez récent pour moi. Là, je viens d'assumer clairement de vouloir faire partie de ce domaine d'activité qui est, comme tu l'as dit, en plein essor. C'est alors en France, j'ai envie de dire, on est un petit peu comme souvent, peut-être malheureusement, un peu à la traîne. C'est-à-dire que quand on va parler de ça dans, euh, auprès de son entourage, on va, on va en gros étonner tout le monde. Mais il y a un véritable monde professionnel du divertissement digital, de l'e-sport, qui est en plein essor. Et du coup, voilà, c'est assez passionnant. Et voilà ce qui m'a amené donc à me retrouver dans ce domaine d'activité. Ouais, c'est intéressant parce que en fait, ce qu'on peut entendre, c'est que quand même dès le départ, donc certes, il y a la passion du jeu vidéo, mais il y a aussi la notion j'y vais à fond en fait. Quand tu fais quelque chose, en fait, tu y vas à fond, et il y a aussi cette notion de compétition. Voilà, la notion de compétition qui revient, et aussi la notion, le fait, enfin, de quand on joue aussi, c'est pas uniquement tout seul, c'est sympa, mais aussi c'est le fait, tu vois, d'être en groupe et de l'aspect communauté, parce que même quand tu avais abandonné le jeu vidéo, bah, tu as quand même continué, tu vois, tout ce qui va être, j'imagine, tu vois, jeux de société, jeux de rôle. Donc, j'imagine des jeux type Donjons et Dragons, en tout cas, dans cette logique-là, où en fait, quoi qu'il arrive, je vais jouer avec d'autres personnes. Alors, c'est marrant que tu parles de ça. Alors, moi, je suis pas jeu de rôle, pour le coup. Ah, Mauvaise pioche, mais parce que moi, j'ai été dans cette période, donc je connais un peu. Mais ça fait très longtemps, ça fait très longtemps. je suis pas trop jeu de rôle, mais effectivement, je suis plutôt jeu. Enfin, c'est pas très loin, hein. Et puis, j'ai quand même joué à quelques jeux de rôle pour me tester, parce que j'aime quand même tout type de jeu. Après, j'ai mes préférences, mais effectivement, le jeu de stratégie. En fait, dans le jeu de rôle, il y a moins justement l'aspect de compétition. Hmm. Euh, c'est vraiment plus théâtral, euh, c'est artistique même limite parce qu'il y a beaucoup de cosplay, ouais, de déguisement et bon ça c'est un peu moins ma tasse de thé, mais mais effectivement ouais l'aspect compétition, moi je suis plutôt un compétiteur, j'adore suivre le sport en compétition. Je suis dans un club de tennis de table en compétition. Euh, et du coup, je fais beaucoup de tournois de jeux de société aussi. Et donc, oui, cet aspect-là, il me plaît bien. Et en fait, j'aime bien faire de la compétition au sein de ces activités-là parce que je trouve qu'elle est saine. Euh, contrairement, bah, j'ai beaucoup du mal avec la compétition entrepreneuriale parce que enfin, je trouve que ça a beaucoup d'impact, ça a beaucoup plus d'impact sur la vie des gens, alors que quand on fait un jeu en compétition, là, on peut vraiment y aller, être genre méchant. Il y a des règles quand même qui sont établies et on va pas, voilà, il faut juste accepter de perdre, ce qui est un vrai travail sur soi. Moi, ça n'a pas été facile pour moi
d'apprendre à perdre. Mais maintenant, je suis assez content parce que je peux avoir le sourire après une partie que j'ai perdue. Mais il m'a fallu pas mal de temps quand même. Mais voilà, c'est vraiment un vrai travail sur soi et qui est hyper intéressant. Ah, c'est marrant, tu parlais de jeux de stratégie. Et donc, je pensais à des jeux de société assez stratégiques auxquels j'avais joué. Alors, moi, c'était plutôt des jeux de gestion, mais je pense notamment à Site. Voilà, Site qui était un très. Ah, Site, oui, Site, voilà. Donc, bon, alors, pour ceux qui écoutent, donc c'est SCYTHE. Très bon jeu, voilà, très très bon jeu de gestion et de stratégie. Où vous pouvez même jouer tout seul aussi, tellement le jeu, la mécanique, c'est assez bourrin. Vous pouvez même y jouer tout seul, c'est excellent. Enfin, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup moi, les jeux de gestion et de stratégie. Donc, non, c'est hyper intéressant. Et donc, aujourd'hui, en fait, on a parlé d'e-sport. Et comme tu l'as dit, le monde de l'e-sport, c'est quasiment inconnu en France, alors que dans le monde, je pense notamment aux États-Unis, mais même en Amérique du Sud et en Asie, c'est quand même hyper développé. Moi, je me souviens, par exemple, je l'avais découvert via le monde des paris, puisqu'il y avait certains sites où tu pouvais parier des matchs de e-sport. Donc voilà, donc j'avais certains noms, je me souviens, je crois que c'était Vitalis, il y a aussi une équipe française, voilà, de e-sport. Donc c'est pour ça que je connaissais vite fait. Bon, ça fait longtemps, mais c'est vrai que oui, le monde de l'e-sport, moi j'avais rencontré quelqu'un qui voulait devenir même préparateur mental pour les compétitions de e-sport, parce que c'est voilà, il y a vraiment des enjeux, et quand on arrive à un certain niveau, les joueurs peuvent même vivre de ce monde-là. Enfin, dis-moi si je me trompe. Hein. Ah bah complètement. Alors en France, c'est en train d'arriver doucement, mais il faut savoir que voilà, en gros, il y a depuis 10 ans et même plus, genre les spécialistes, c'est les Coréens. Il y a il y a des stades, des gymnases entiers remplis d'un public qui vient voir des personnes s'affronter sur un jeu. Ça n'a, en Asie, ça a à peu près rien à envier à ce qu'on a au football en Europe, quoi. Enfin, clairement. Donc, oui, c'est pas notre culture ici en Occident. Mais comme tout, ça va venir. Et de plus en plus, alors j'ai entendu une stat là qui disait que déjà 70% des Français jouent un jeu vidéo déjà. Donc en fait on a la culture, on va dire, on a la culture. Si 70% des gens jouent, c'est que c'est une pratique culturelle, mais il n'y a pas encore la reconnaissance, la reconnaissance voilà, c'est considéré de manière assez péjorative. C'est pas du trop encore assimilé à un monde professionnel. Disons que c'est très underground. En France, ça reste quand même un milieu très underground, et c'est vraiment dire un milieu, on va dire, de connaisseurs. Pour l'instant, ça reste plutôt un milieu de connaisseurs qui, on va dire, n'a pas pour l'instant percé. Alors, c'est en train d'arriver. Là, je vois, par exemple, j'ai rejoint un réseau justement d'entrepreneurs et d'acteurs, d'associations, d'indépendants qui se regroupent justement autour de ces métiers-là, qu'on appelle justement le divertissement digital. Et donc, c'est un réseau qui s'appelle Pixel Player. C'est soutenu par la région, du coup, qui a a priori compris que c'était Donc, pour rappel, la région, toi, tu es à... de Tours. Ah oui, je l'ai oublié. Donc, j'habite en France, j'habite à Tours City Beach. Oui, voilà. Ouais. Donc non, mais c'est parce que tu as dit que tu vivais en France, mais c'est la région. Oui, mais quelle région? Parce que moi, je t'explique. Moi, je vis dans les Pyrénées. Moi, tu vois, il y a les montagnes juste en face de chez moi. Et donc, Okay. disons que, tu vois, mes montagnes face, tu vois, à Tours, tu vois, il y a à peu près 600 bornes qui nous séparent. Et pour les gens qui nous écoutent, ouais, c'est la région. Je fais, oui, mais quelle région? Donc, ok, Tours. Ok, super. Et donc voilà, je suis,
ce réseau-là est super intéressant. Il y a vraiment des acteurs de tout bord. Donc, voilà, il y a le monde professionnel, genre il y a des représentants de banques, d'assurances et tout qui soutiennent des projets, qui peuvent financer voilà, des projets au sein de ce réseau. Moi, je suis assez content parce que du coup, de au moins les rencontrer les acteurs parce que voilà, avant on en parle autour de soi, on a nos amis qui sont contents d'écouter ce qu'on fait, mais bon, euh, voilà, ça va pas forcément plus loin que ça. Et donc là, il y a vraiment un réseau qui se monte et d'acteurs qui se fédèrent voilà, pour montrer que ce domaine-là, il y a plein de choses à faire. C'est en pleine évolution et, euh, et que ça ne fait que commencer. Alors, il y a eu, je retombe sur le Covid, mais c'est vrai que ça a été un élément déclencheur pour pas mal de choses. Parce que pendant cette période, il y a beaucoup de gens qui sont retrouvés voilà, sur des jeux vidéo, beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Et donc, il y a eu un boom, hein, clairement. Il y a eu un boom. Moi aussi, j'étais joueur de poker aussi. J'aimais beaucoup ce jeu. Et voilà, il y a eu une explosion complètement, une croissance complètement dingue pendant le Covid sur toutes ces pratiques. Et donc, voilà, il y a eu un boom. Et là, évidemment, il y a une retombée maintenant qui fait que voilà, il y a eu plein de projets qui se sont montés, et des perspectives de dingue. Et là, il y aurait une petite, voilà, une petite redescente d'activité mais voilà, ça fait le tri en gros de de ceux qui vont rester sur la durée. Mais voilà, clairement, là, je crois que le monde du jeu vidéo, au niveau chiffre, d'affaires a dépassé depuis un petit moment le monde du cinéma, le monde musical. Enfin, euh, enfin voilà, c'est vraiment énorme. Et pour faire un lien avec le monde musical aussi, j'ai rencontré un acteur, mais justement qui crée des musiques de jeux vidéo. C'est pareil, c'est un vrai métier qui a de vraies perspectives, et qui ne fait que se développer. Enfin voilà. Ouais, non, mais de toute façon, le jeu vidéo aujourd'hui génère beaucoup plus de chiffre d'affaires que le cinéma. D'ailleurs, ça se voit au niveau de la production des jeux vidéo. C'est même beaucoup plus que la production de certains films. Voilà. Donc, ouais. Alors, toi, tu as décidé de monter une équipe, en tout cas une communauté, autour de quel jeu? Alors, le jeu c'est Rise of Kingdoms. Tu vois, j'ai Oui, le. ah ok, ah bah, t'as le t-shirt. Ouais, donc voilà. Bon, pour ceux qui regarderont la vidéo, notre ami Mike, il a le t-shirt, il représente fièrement la boutique. Enfin, voilà, il représente fièrement le jeu. J'ai eu l'occasion de l'avoir à une rencontre physique de ces joueurs. Parce que en fait, alors je reviendrai à ta question, mais il y a un truc que je tiens vraiment à préciser, c'est que un de mes buts, c'est de lier le monde du jeu de société et le monde du jeu vidéo. Oui, ça peut être encore sur deux parallèles et des fois, parce que c'est pas le même type de joueur. Des joueurs qui vont installer un jeu sur sur leur téléphone ou sur leur ordinateur, et les joueurs qui vont être plutôt dans un club de jeux de société et qui vont aimer quand même plutôt des jeux de plateau. Et donc, en fait, moi, mon association, elle s'appelle Land Spirit. Et du coup, justement, ça a quand même une vocation à lier un peu les deux. Alors, c'est pas simple, mais c'est vraiment ça le but voilà, pour toujours créer de la rencontre. Alors, je voulais revenir à ta question qui était, je ne sais plus. Alors en fait, c'était sur quel type de jeu? Donc c'était Rise of Ah oui, voilà. Kingdom. Ouais, voilà. Donc là, c'était voilà. Donc le jeu, voilà, c'est tu crées cette communauté. Et justement, moi, ma question, c'est
qu'est-ce qui t'amène en fait à développer cette communauté autour de ce jeu? Alors, ce jeu-là, comme je te dis, je l'ai découvert un peu par hasard pendant le Covid. Alors oui, c'est ça une anecdote. Comment j'ai découvert ce jeu, c'est un moment aussi j'étais dans le monde de la blockchain. Je voulais comprendre aussi pendant un an, ouais, j'ai vraiment creusé, j'ai investi un peu dans ce domaine-là. Je voulais comprendre comment fonctionnait cet écosystème. Et en fait, à un moment, je suis tombé sur des sites notamment du Play to Earn. Donc, pour expliquer rapidement, quand on joue à un jeu sur PC, il y a trois manières de jouer économiquement. Il y a le free-to-play, donc c'est-à-dire jouer gratuitement, donc ce que la plupart des gens font. On installe le jeu et on joue gratuitement sur des applications mobiles. Il y a aussi le fait d'acheter le jeu, ça c'est à l'ancienne. On va acheter le jeu et après on va y jouer. Donc ça, on va assimiler ça à du free-to-play. Il y a du pay-to-win. Alors pay-to-win, c'est que justement ces jeux gratuits, en fait, leur but, ça va être que le joueur dépense dans le jeu pour être plus fort, pour aller plus vite. Donc on va investir dans le jeu et on peut investir jusqu'à l'infini, quasiment. Il y a des personnes qui mettent des millions, j'ai bien dit des millions, dans un jeu pour être fort. Un exemple, c'est par exemple FIFA. FIFA, par exemple, a longtemps été dans ça où justement, en fait, si tu voulais avoir des améliorations ou certains joueurs, tu étais obligé de payer en fait pour les obtenir et donc avoir l'équipe la plus forte, par exemple. Voilà, donc ce modèle économique fonctionne très bien pour les éditeurs de jeux vidéo. C'est un modèle économique. Et aussi, il y a le play to earn. Alors, le play to earn, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le jeu va te récompenser en monnaie, et notamment en crypto-monnaie, dès que tu passes du temps sur le jeu. Donc, je me suis retrouvé à découvrir pas mal de jeux. Donc, en gros, il récompensait en crypto-monnaie le fait d'y jouer pendant 15 jours, par exemple. Tu jouais 15 jours pendant le jeu et tu recevais de la crypto-monnaie. Donc, j'ai fait ça pour plusieurs jeux et je suis tombé sur ce jeu-là, du coup, par hasard. Alors, la plupart des jeux que je faisais, ils n'étaient pas terribles. Et en fait, je suis tombé sur ce jeu-là qui était juste trop bien. Et qui m'a attrapé, clairement. Alors, pourquoi il m'a attrapé parce que c'est un jeu de conquête, de pouvoir et de stratégie militaire. Et hyper communautaire. Donc, en fait, il est hyper bien fait aussi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment c'est fait, c'est fait pour qu'on y passe du temps, mais en fait le côté positif, c'est que ça montre vraiment comment conquérir le pouvoir. Et encore une fois, c'est beaucoup plus sympa de le faire dans un jeu vidéo que dans un parti politique ou à la tête d'une nation. Alors, parce que j'ai un peu essayé ça aussi. Et en fait, je retrouve, m'investir dans un parti politique, je veux dire. En gros, je retrouve les mêmes enjeux. C'est-à-dire qu'on a les mêmes égos, les mêmes personnes qui veulent avoir le pouvoir pour décider, pour contrôler ce que veulent faire les gens. Et tout ça dans ce jeu vidéo, dans Rise of Kingdom. Donc c'est vraiment ce côté-là qui m'a... alors il y a le côté stratégie pure, hein, c'est-à-dire de combat, mais il y a aussi le côté gestion de conquête de pouvoir et confrontation des égos des gens qui m'a aussi beaucoup passionné. Et c'était beaucoup plus sympa de
voilà, de découvrir les enjeux de pouvoir via ce jeu vidéo et voilà, via les conquêtes politiques classiques. Donc, l'aspect. Alors, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'en fait, on retrouve comme dans la vie aussi les mêmes enjeux, c'est-à-dire que on peut avoir le pouvoir de deux façons, soit en mettant de l'argent, donc en étant riche, salut Elon Musk, soit en étant nombreux, on est avec la force du peuple. Et donc ces deux, ces deux manières d'avoir le pouvoir sont confrontées. Alors, c'est beaucoup plus facile et simple de prendre le pouvoir avec l'argent, comme c'est un peu comme en vrai. C'est plus simple. N'importe qui a de l'argent, du coup, peut le faire. Mais ça ne garantit pas non plus d'avoir le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont mis des centaines, qui ont mis des milliers d'euros dans le jeu et qui ont perdu. Donc ça ne garantit pas le fait de gagner, parce qu'en fait le jeu est fait pour fonctionner en équipe. C'est-à-dire que tout seul, tu ne peux rien faire. Et on retrouve, malgré que l'argent ait beaucoup d'impact dans le jeu, on retrouve cette notion de ensemble, on va plus loin, et que tout seul, on ne peut rien faire. Donc, il y a ça, cet aspect-là m'a énormément plu. Et c'est là-dessus, c'est sur cette notion-là que je retrouve l'aspect communautaire qui me plaît énormément. J'étais dans beaucoup d'associations, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à essayer de faire des choses avec les gens euh, dans le cas, dans l'associatif, dans des ONG, etc. Et donc, je retrouve cet aspect-là communautaire dans ce jeu-là, dans ce jeu de conquête, où, pour contrer, parce que moi, dans le jeu, voilà, je n'investis pas d'argent, j'ai investi mon temps, et il y a une fenêtre, il y a une possibilité de conquérir, d'atteindre nos objectifs sans y mettre trop d'argent, mais en se fédérant, en étant soudés, en étant unis et en restant ensemble. En étant aussi nombreux, évidemment, le plus et qui est possible. Donc, je retrouve vraiment beaucoup d'aspects, quasiment tous les aspects de la vie. En fait, ce jeu-là, au final, est une réplique de la géopolitique mondiale. Et du coup, c'est d'autant plus passionnant pour moi. En fait, ce que j'entends, c'est que le jeu, d'une certaine manière, il fait résonance un peu avec ta vie, à savoir, t'aimes les jeux vidéo, il y a de la compétition, ça demande de la stratégie, et en plus de cela, ça répond aussi à des aspirations politiques, je vais peut-être même oser le mot idéologique, qui résonnent beaucoup entre ta vie et ce jeu vidéo, et dans lequel finalement tu t'y retrouves énormément. Complètement. Les mots sont bien choisis. Et je rajouterais même encore une notion qui me plaît aussi, c'est le côté développement personnel. Parce que en fait, ce jeu-là, il t'amène à te poser des questions, à savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. C'est-à-dire dans le jeu, il y a plein de possibilités en fait. On peut vouloir le pouvoir, mais on peut aussi juste se battre. On peut juste avoir envie de jouer avec des amis. On peut, il y a plein d'objectifs différents en fait. Et, euh, et en fait, au départ, on ne se rend pas compte de ça. C'est-à-dire qu'on installe le jeu, on va juste passer du bon temps. Et on n'imagine pas qu'en fait, le jeu, déjà, ça va être une aventure qui va déjà durer. L'aventure la plus courte dans le jeu, elle dure 2 mois et demi. Donc, mais ça, le jeu ne le dit pas au départ, évidemment. La stratégie de communication n'explique pas que, en gros, si tu veux profiter du jeu, ça va durer 2 mois et demi. Ce qui fait qu'il y a, je fais une petite parenthèse là, ce qui fait qu'il y a un taux de rétention assez crade dans le jeu. Mais ils ont une stratégie de communication énormissime, ce qui fait que le jeu a eu 150 millions de téléchargements. Mais par contre, il y a 3% des joueurs
qui restent au bout d'un mois et 1%, je crois, qui reste après 3 mois, c'est-à-dire qu'à la fin de la première aventure du jeu. Mais bon, là, ils ont une tellement grande campagne de communication que voilà, je crois que pendant le Covid, c'était le troisième jeu le plus téléchargé, que quasiment tous les gens ont au moins téléchargé une fois le jeu, ils ont au moins joué une journée, et ce qui fait que voilà, c'est largement suffisant pour eux pour avoir une activité croissante. Alors j'ai totalement digressé, je ne me souviens plus du tout la question que tu m'as posée. La question, c'était, en fait, on discute, donc là, pour moi, c'est un échange. Donc, moi, en plus, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un milieu que je ne connais pas, tu vois, même si je joue, en fait, c'est un milieu que je ne connais pas. Donc, avoir ta perspective, connaître voilà, ton parcours, moi, ça m'intéresse puisque je connais absolument pas ce milieu-là. Moi, ce sur quoi je pourrais, on va dire, recentrer, si je puis dire, c'est on comprend que le jeu, donc c'est un jeu de stratégie où il y a aussi, ça demande, c'est aussi des jeux de pouvoir, donc il y a des histoires de conquête. J'imagine, voilà, il y a des histoires d'alliance, voilà, donc avec lesquelles, voilà, tu dis, ok, on va conquérir tel territoire, donc on va s'allier pour conquérir un autre territoire. Euh, Ça veut dire que ça demande aussi des compétences, tu vas dire de développement personnel, mais aussi donc de communication, de gestion d'ego, comme tu disais si bien. Est-ce que, alors, petit peut-être point technique, est-ce que la communication elle va se faire en ligne ou ça va être directement, par exemple, comme là, on est en train de se parler? De trahison aussi. Évidemment, ah oui, c'est de la politique, donc évidemment. Alors, généralement, ça va parler in-game, c'est-à-dire il y a des chats in-game qui sont super bien faits d'ailleurs, où il y a un traducteur automatique qui permet justement à toute personne de pouvoir communiquer assez facilement avec les autres joueurs. On peut créer. Là, ils sont vraiment en train de peaufiner ça. C'est-à-dire que, en gros, le jeu, bon, c'est pas encore aussi bien qu'un réseau social, mais ils essayent d'ajouter des outils de réseaux sociaux, le système de like dans les chats, euh, dans certains chats, etc. Donc, il y a cet aspect-là au niveau communication. Donc, la majeure partie de la communication se fait ça. Se fait aussi par. En fait, ce qu'il faut savoir dans ce jeu-là, c'est que ça fonctionne par guilde et que dans une guilde, on est minimum 50. Donc, tu vas jouer tous les jours avec minimum un groupe de 50 personnes qui va en plus augmenter au fil du temps, qui peut finir par devenir 150. Donc, on est tous. Donc, on va être en gros quotidiennement, parce que tous les joueurs qui jouent quotidiennement. On est obligé en gros de se connecter, oui, au moins une fois par jour, sinon c'est pas intéressant. Y passer, on va dire, allez, au minimum une demi-heure, une heure par jour, pour que ce soit un minimum intéressant. De toute façon, par rapport à ce que tu disais, ceux qui arrivent dans ce jeu-là, je vais dire, c'est l'élite de l'élite parce que s'il y a que, enfin, si par rapport à toutes les personnes qui téléchargent le jeu le premier, au bout de 3 mois, en fait, il ne reste que 1 à 3%. Ceux qui restent, de toute façon, ça peut être que les plus motivés, les plus intéressés. C'est vraiment l'élite de l'élite. Exactement. C'est ceux qui accrochent vraiment, qui ont compris l'essence du jeu, qui ont compris le but du jeu. Et oui, du coup, il n'y a que des joueurs, au bout de 3 mois, il y a quasiment que des bons joueurs. Alors, il n'y a pas que des bons joueurs, mais on va dire qu'il y a des joueurs qui trouvent l'intérêt, vraiment le vrai intérêt donc oui, bah, ce jeu a plein d'aspects qui sont hyper intéressants, qu'on ne voit pas au début et qui même sont difficiles à. Moi, quand j'explique ça à mon entourage, bon, il y en a qui comprennent, mais c'est pas forcément évident à comprendre vraiment l'intérêt pur. Et je voulais rajouter aussi cette notion de développement personnel, parce que voilà, le jeu nous fait nous confronter à nous-mêmes, et même il y a une autre, un autre domaine d'activité qui se développe, c'est
alors je sais plus comment on appelle ça, en gros, c'est le team building. Mais tu connais ça aussi peut-être un peu. C'est que en gros, il y a ce jeu-là est aussi, vu qu'il est hyper communautaire et que il oblige les gens à être soudés entre eux. J'ai cru comprendre qu'en Asie, il y a des entreprises qui utilisent même Rise of Kingdom comme jeu de team building pour souder l'équipe pour souder une équipe de salariés. Parce qu'en fait, le jeu, franchement, on est vraiment confronté à des choses dures, c'est-à-dire que, en gros, on va entraîner des troupes pendant 2 mois, on va, voilà, faire en sorte de construire notre ville. Et le jeu est dur dans le sens où, du jour au lendemain, quelqu'un peut venir et tout détruire. Ah, pas tout détruire, mais te détruire beaucoup de temps que tu as investi dans le jeu. C'est vraiment, et c'est pour ça que le jeu est bien fait, c'est que la notion de guerre, vraiment, est très bien transcrite. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on va détruire ce que tu as mis très longtemps à construire. Et donc on retrouve vraiment le sentiment voilà, de destruction qu'on peut voir. Bah, là, en plus, c'est pas mal d'actualité en ce moment. Donc c'est hyper intéressant à voir comment les gens réagissent à ça. Il y a l'esprit de vengeance, il y a l'esprit de solidarité qui se met en place. Donc voilà. Donc l'aspect team building est super mis en lumière aussi avec ce jeu. En fait, moi, par rapport à mon observation, ce que je vois, c'est que le fait de vous réunir déjà autour d'un jeu, déjà, donc par rapport à la communauté, en fait, il y a un but qui est clair. C'est-à-dire, bon, déjà, on va jouer à un jeu, donc déjà, il faut comprendre les règles. Donc déjà, les gens qui arrivent, en fait, ça permet d'écrémer, en fait, ceux qui sont intéressés de ceux qui ne le sont pas. Et ensuite, ce qui permet, en fait, de renforcer les liens, c'est la difficulté. En fait, c'est la difficulté du jeu et du fait que plus tu vas traverser d'adversité juste pour arriver à un certain niveau, plus les gens qui vont t'accueillir dans ta guilde, ils sauront par quoi t'es passé pour arriver. Donc déjà, ça permet de filtrer. Donc ce que je m'aperçois, c'est qu'en termes de gamification et le fait de mettre certains filtres ou même certaines difficultés, ça permet d'écrémer et de sélectionner vraiment les vrais de vrais. C'est-à-dire que vraiment, voilà, si tu as passé en fait tous ces filtres-là, c'est que tu es un vrai, quoi. Donc on peut vraiment t'accueillir, on peut vraiment te traiter comme l'un des nôtres. C'est en C'est tout ça. cas vraiment ce que je perçois et que, en termes psychologiques, ce qui permet aussi de souder un groupe d'individus. Donc certes, c'est le plaisir, c'est le fait de passer énormément de temps ensemble, mais c'est aussi j'allais dire, les traumatismes vécus ensemble. Quand un groupe de personnes ont vécu un traumatisme commun, ça crée un lien en fait tout de suite. Et si, comme tu me le dis, à un moment donné, soit tu as des monstres ou tu as en fait un territoire adverse qui vient détruire, par exemple, une construction où vous avez mis peut-être plusieurs semaines et tu dis putain, c'est compliqué, c'est clair que cette attaque-là, ça va se souder, quoi. Parce qu'au moins, on va dire, ah, mais attends, toi, t'as pas vécu ce qu'on a vécu à ce moment-là. Et donc, même les nouveaux qui arrivent, ils diront, ah, mais vous n'avez pas connu ça. Vous n'avez Hum. pas connu ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, forcément, ça crée des liens. C'est hyper intéressant enfin, moi, je le vois au niveau, psychologique, mais au niveau même communautaire. Parce que cette gradation, donc cette gamification qui permet de sélectionner les vrais, et derrière, l'environnement et le jeu est tel que, à un moment donné, il va y avoir des menaces et des temps difficiles, mais c'est aussi dans ces moments difficiles où les liens vont se resserrer et vont même potentiellement se créer. C'est exactement ça. Et donc pour communiquer, parce qu'à un moment tu abordais ça, alors Mm. il y a une game, mais en fait là où justement parce qu'il a fallu que j'amorce du coup la communauté, le groupe, et clairement là beaucoup de choses se passent sur Discord. C'est le réseau social des gamers à la base, qui aujourd'hui se transforme vraiment en outil vraiment
très bon outil de gestion d'équipe en asynchrone, à distance. D'ailleurs, on a vu que pendant le Covid, on a quasiment tous essayé tous les outils de, de communication à distance. Et je pense que Discord est sorti un peu de ça, voilà, que du monde des gamers. Maintenant, je sais qu'il y a dans des associations, même certaines entreprises, ça commence à être utilisé. Et du Tu as coup, même certains formateurs ou entrepreneurs qui l'utilisent pour leur propre communauté. Donc, oui, ça, je confirme. donc, il y a beaucoup de communication qui se passe sur Discord, parce qu'il y a beaucoup plus de perspectives que dans le jeu pour faire des choses. Donc, c'est là aussi que le pool de joueurs se trouve. Donc, c'est dans différents Discord qu'il a fallu que voilà, je présente mon projet, parce que j'ai un projet d'équipe, j'ai un projet de conquête. Donc, je l'ai présenté dans différents groupes Discord et aussi un petit peu Facebook encore. C'est intéressant parce que donc tu es officiellement l'instigateur de ton groupe, mais ce qui est intéressant, c'est que même là, d'une certaine manière, comme un entrepreneur qui va pitcher, on va dire, son offre pour faire une levée de fonds, toi, c'est pas une levée de fonds que tu vas faire, c'est une levée d'armée, là, pour le coup. Tu vas aller pitcher justement dans différents groupes pour aller recruter finalement, toi, tes soldats ou tes futurs voilà, collaborateurs. C'est exactement pareil. T'as tout compris. Donc, il y a des endroits où c'est plus pertinent. Donc, c'est sûr, je vais pas aller recruter sur LinkedIn, quoique, pourquoi pas. mais, mais voilà, il y a des endroits où quand même, il y a les joueurs de Horizon Kingdom sont déjà plus présents, donc Discord et, et un peu Facebook. Et oui, voilà, ouais, principalement, c'est ça. Et donc, j'imagine que, quand tu as lancé ce Discord, alors justement, alors avant de lancer ce Discord, on voit que le jeu déjà, il a cet aspect communautaire et qu'on peut déjà échanger. Quel est l'intérêt justement de passer du jeu, en fait, de la plateforme de jeu, où déjà on peut interagir, à passer sur Discord? Bah, pour faire du vocal, clairement. Ok, c'est par rapport au vocal, tout Ouais, ouais. simplement. Oui, oui. Ouais, parce que c'est quand même beaucoup plus plaisant. Enfin, on peut jouer que, voilà, sans parler, en chat, écrit. Mais en fait, pour être performant, surtout quand on met pas tout son compte bancaire dans le jeu, il faut être du coup synchronisé. Il faut jouer en même temps pour être fort ensemble. Et du coup, l'idéal, c'est de se mettre dans un canal Discord tous ensemble et de faire les actions vraiment tous ensemble. Parce que le truc, c'est que la plupart des joueurs, ils jouent quand même individuellement. Et du coup, là, on peut faire la différence, c'est en étant vraiment, en jouant en même temps, en étant vraiment, euh, en, euh, en développant l'esprit d'équipe, la synergie, voilà, la synergie que le jeu permet de mettre en place et qui peut permettre de faire la différence face à, par exemple, des joueurs puissants qui joueraient tout seuls et qui auraient investi beaucoup d'argent. En étant une équipe de 10 joueurs qui jouent comme ça gratuitement pour le plaisir, on peut mettre à mal vraiment des joueurs jouent tout seuls et qui ont mis beaucoup d'argent dans le jeu. Ok, donc ça veut dire que même pour recruter, d'une certaine manière, donc tu as ton offre, mais ça veut dire aussi que il faut qu'il y ait d'une certaine manière une vision, en fait une direction en fait, qui va donner envie, qui va inspirer les joueurs à venir dans ta guilde. Donc même là, d'une certaine manière, enfin moi je pense en tant qu'entrepreneur, même si j'adore voilà tout ce qui concerne la politique, mais là pour le coup, il faut vraiment donner une direction, dire écoutez si vous venez dans mon équipe, moi, c'est la direction que je propose. C'est d'une certaine manière, je veux pas n'importe quel joueur, je veux des joueurs en fait qui veulent aller dans la même direction que moi. Et cette direction, c'est celle-là, j'imagine. Et donc c'est, moi, j'imagine que voilà, quand tu veux recruter des gens, tu veux les recruter. Enfin, tu as envie de donner envie, quoi. L'envie Ouais. d'avoir envie. Quoi. Donc c'est ça. Exactement. Et ça n'a pas été simple du coup de mettre voilà, comme tout projet entrepreneurial, il faut savoir du coup
transmettre dans son pitch, dans sa communication, justement, cette envie. Et ça a été un gros travail pour moi d'arriver à ça. Et ça n'a pas été facile, parce que là, et d'ailleurs, oui, c'était très dur. J'ai voulu expliquer justement cette envie-là. Mais quelque part, moi, je ne savais pas encore exactement qu'est-ce que je voulais. Là, aujourd'hui, parce qu'en fait, mon pitch, bon, là, j'ai fait un premier pitch parce que il a fallu que je fasse un message justement pour expliquer mon projet. Et en fait, bon, mon pitch était quand même axé sur la conquête d'un royaume. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que je l'ai trop axé sur ça et qu'en fait, mon véritable but, c'est plutôt ça, c'est de créer une équipe en fait. C'est de créer des gens qui sont soudés ensemble, quoi qu'il arrive. Alors, je l'avais mis indiqué aussi, mais peut-être que je l'avais mis plus en second plan. Et aujourd'hui, euh, voilà, là, j'ai fait une première aventure de 2 mois et demi, parce que je me suis lancé là-dedans il y a 2 mois et demi. Là, elle arrive à son terme. Bon, évidemment, elle a pas réussi comme ça. Voilà, j'ai pas réussi la conquête ultime. Enfin, je pense pas là. On a le dénouement dans une semaine, mais bon, là, je suis pas en position de prendre en gros en fait, au bout de 2 mois et demi, il y a un roi qui est défini dans le royaume. Faut savoir que dans chaque royaume, petite parenthèse, il y a 30 000 personnes qui, qui rejoignent le serveur. Ah ouais. Donc il y a l'écrémage dont on a parlé qui se fait au fil du temps. Mais quand même, au bout de 3 mois, il y a quand même toujours au moins entre, on va dire, 5 000 personnes. Et parmi ces 5 000 personnes, au bout de 3 mois, il y a un roi qui est défini. Ce roi peut tourner, mais il y a un premier roi. Et du coup, le premier roi, généralement, il pose le cadre. Parce que le roi, il a le pouvoir ultime de la communication, c'est-à-dire que c'est la seule personne qui va pouvoir faire une communication descendante à tout le royaume, à tous les joueurs du royaume. Et il va pouvoir faire d'autres choses aussi assez importantes. Donc, j'ai fait ma première, c'est la première fois que j'ai voulu tenter. Voilà, c'est un gros objectif. Hein. Et donc, c'est la première fois que je le tentais vraiment, en faisant une communication, en faisant un pitch, en allant discuter sur les réseaux sociaux pour présenter mon projet. C'est vraiment c'est beaucoup de travail. C'est le même travail que pour monter une entreprise. J'ai sûrement fait des erreurs. Hein, j'aurais pu réussir en faisant des erreurs. J'aurais pu échouer en faisant les choses parfaites. Mais bon, voilà, là, je pense que je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être recommencer, mais je ne sais pas. Je vais avant tout. Là, on va arriver dans une phase où justement, je vais en parler avec mon équipe de savoir qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Est-ce qu'on recommence? Est-ce qu'on continue? Est-ce que malgré tout, on suit le roi? Justement, Ouais. justement, c'était la question. Combien de joueurs tu as réussi à recruter pour cette aventure? Alors, au départ, quand on est parti, on était. Moi, je visais, en fait, je vise une vingtaine de personnes. Mais Ok. vraiment une vingtaine de personnes compétentes et liées comme les 10 doigts de la main. Hmm. Euh, Après, en fait, le truc, c'est qu'il n'y a que, comme tu as dit, en jouant avec les gens, qu'on apprend à se connaître et qu'on voit vraiment à qui on a affaire. Donc, j'ai recruté pendant 1 mois et demi, voilà, sur les Discord, sur les Facebook, in-game. On a été jusqu'à 40, une quarantaine, ouais, voilà, entre 30 et 40 au départ. Donc c'était suffisant pour monter une guilde. Après, on complète avec les joueurs qui arrivent là et qui nous rejoignent, qui sont sur le même serveur que nous. Voilà, si on est une quarantaine, il n'y a pas de problème, on peut monter une guilde, il n'y a aucun souci. Donc, on a eu une première scission dans ce groupe de 40, justement parce que
En gros, bah, moi, j'essaie de présenter le plus clairement le projet, justement, quel type de joueur je voulais. Et en fait, bon, peut-être ça, certains ont pas forcément bien compris, et peut-être que je l'ai aussi pas forcément bien formulé. Ce qui fait qu'on a une première session où les joueurs, du coup, les plus actifs et ceux qui investissaient le plus dans le jeu sont plutôt partis. Et sont partis sur un autre serveur. Alors quelque part c'était bien, ils l'ont fait quelque part. Ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont fait assez rapidement. C'est-à-dire que au premier gros choix qu'on a eu à faire, c'est-à-dire qu'une première phase de 10 jours où on est tous ensemble et on va devoir choisir un serveur où on va aller. Donc là, il y a une première session, ce qui a permis justement que je reste avec les joueurs qui étaient dans mon état d'esprit et les joueurs plutôt, on va dire, très compétiteurs et plutôt opportunistes ont plutôt choisi d'aller dans un autre serveur. Donc ça, c'était un premier coup dur pour moi, mais qui était une bonne chose au final, parce que ça, voilà, ça a permis de voir avec qui vraiment j'allais pouvoir jouer. Euh, donc, moi, j'ai tenu le cap, c'est-à-dire j'ai gardé mon objectif élevé, mais avec des joueurs qui n'avaient pas forcément le profil pour qu'on y arrive. Mais par contre, qui avaient le profil pour que je joue avec eux et qu'on reste ensemble. Et qui, au final, c'était ça la priorité. Donc pour moi, il n'y a même pas eu photo. Et d'ailleurs, maintenant, je veux continuer à jouer avec eux, peu importe l'objectif. Il faut qu'on se mette d'accord ensemble sur l'objectif. Mais moi, mon but, c'est de jouer avec des joueurs qui ont envie de rester ensemble. Donc, on est passé plutôt à une vingtaine, mais on a gardé le gros objectif très, très, très élevé, ce qui fait que bah, on a pris la foudre, hein. Clairement, on a pris la foudre. Moi, je me suis direct confronté aux joueurs les plus puissants pour voir avec à qui j'avais affaire. Donc, je me souviens. Alors là, il y a une notion que on va aborder et qui va être très intéressante, c'est la notion géopolitique. Parce qu'en fait, dans un serveur, qu'est-ce qui se passe naturellement? Il y a des guildes qui se font. Les guildes, naturellement, elles vont représenter une nation. Voilà, tu vas avoir les Turcs, les Vietnamiens, les Allemands, les Français, les Brésiliens, et tout le monde va plus ou moins afficher son appartenance. Moi, mon but aussi, j'ai été assez clair là-dessus, c'est de faire une équipe internationale, clairement. Bon, évidemment, naturellement, j'ai atterré tout un tas de Français. Hein, c'est inéluctable. J'ai voulu faire une équipe internationale, mais alors, j'avais des joueurs internationaux, du coup, qui ont été aussi la base de mon équipe. C'est-à-dire que dans ceux qui sont restés, dans la vingtaine qui sont restés, j'avais quand même des joueurs avec qui je jouais tranquillement d'un autre pays. Mais je sais que voilà, on est amis. On est amis in-game. Donc j'avais cette base-là, plus un autre groupe de joueurs français avec qui je m'entendais bien. Et voilà, on est en gros une petite dizaine où je sais que voilà, on est solide comme le roc. Et que je sais que voilà, on va rester ensemble. Et après, donc voilà, dans le serveur, il y a quand même implacablement cette notion de rapprochement par la langue. Parce que même si le jeu permet de traduire facilement, bon, faut quand même appuyer sur un petit bouton pour traduire chaque message. C'est assez bien fait. Mais bon, voilà, quand tu as plutôt envie de lire quelque chose dans ta langue. Moi, je voulais une équipe internationale, c'est-à-dire que même aux joueurs français, et même à moi-même, alors je ne le fais pas tout le temps, mais j'invite tout le monde à parler une autre langue. Enfin, voilà, on va essayer de parler anglais, parce que ça reste la langue la plus pratique. Donc, j'essaye à tout le monde de dire essayez de parler anglais dans les chats où vous savez qu'il y a un maximum de personnes de nationalités différentes. Donc voilà, la notion, en fait, quand on arrive sur un serveur, en plus dans le jeu, là, ils ont rajouté une nouvelle option, ce qui fait qu'ils créent un chat par langue. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec
toutes les personnes, on va avoir un chat avec toutes les personnes qui sont dans notre serveur ou autour de notre serveur. Et du coup, ça va encore plus favoriser le regroupement par langue. Donc, c'est vraiment pas facile de faire une alliance internationale. Et en plus, dans le serveur où je suis, c'est vraiment le stéréotype des nations des guildes par nationalité. Donc, pour revenir à mon aventure, voilà, je me suis retrouvé avec un groupe un peu affaibli, mais on s'est pas démonté. Je suis allé direct en confrontation avec l'alliance la plus puissante. Je leur ai proposé de m'allier avec eux, mais vu que j'étais pas assez puissant, ils m'ont totalement dénigré. Mais je me suis pas démonté, du coup, j'ai quand même fait comme si je voulais m'allier avec eux. Je leur ai proposé un deal. Bon, ils m'ont plutôt, voilà, ils nous ont défoncé, mais on les a quand même bien embêtés. Donc pour le coup, c'était nos amis russes, c'était la guilde russe qui, bah voilà, ils ont pas voulu discuter, ils nous ont détruit, voilà, ils nous ont attaqué sans vouloir discuter. Bon, du coup, on s'est, rabattu sur, on a essayé de faire des alliances avec d'autres nations. Alors, c'est marrant parce qu'il y avait dans ce jeu-là, il y a 3 nations je pense, où le jeu cartonne, marche vraiment bien. C'est la Russie, la Turquie et le Vietnam. Tu as vraiment des grosses communautés. Sur Rise of Kingdom, tu as des grosses communautés de joueurs. Alors, les plus forts, c'est les Vietnamiens. Où je pense que ce jeu-là est vraiment, genre en France, nous, c'est plutôt, on va dire Fortnite, ou vraiment des jeux voilà, plutôt populaires où tout le monde joue. Au Vietnam, je pense que Rise of Kingdom a une grosse, est très en avant. En France, je crois que le jeu est top 40 ou un truc comme ça. C'est pas un des jeux les plus joués, même s'il y a beaucoup de joueurs. Hein. Je pense qu'il je sais pas combien il y a de joueurs en France, mais il y en a plus de 100 000 qui l'ont installé, ça c'est sûr. Après, je sais pas combien il y a de joueurs actifs, mais il y en a quand même beaucoup. Il y a des streamers des youtubeurs qui streament tous les jours. Enfin, il y a quand même une grosse communauté en France. Donc, on s'est retrouvé à négocier, à discuter avec quasiment toutes les nations du monde. Donc, avec les Russes, ça s'est pas bien passé. Après, je me suis retourné vers plutôt les Hispaniques. Alors, je sais pas si c'est des Sud-Américains ou des Espagnols. Donc, j'ai essayé de faire alliance avec eux. Alors, ça a été compliqué parce que on a réussi à trouver quelques accords, mais ils nous la mettent plutôt à l'envers. Ils nous utilisent, ils nous mentent, c'est-à-dire qu'ils nous promettent des choses et en fait, ils ne tiennent pas leurs promesses. Là, en ce moment, après avoir fait aussi la guerre contre eux, je me retrouve plutôt allié avec les Turcs. On a trouvé un accord qui est plutôt correct, c'est-à-dire qu'ils nous donnent des rôles d'officiers dans leur guilde. Donc, ils nous donnent quand même pas mal de légitimité dans leur guilde. En fait, dans une guilde, c'est simple, on est 50. Tu as un chef qui peut tout faire, qui peut virer tout le monde s'il veut. Ensuite, tu as 8 officiers qui ont les mêmes pouvoirs que le chef, sauf qu'ils peuvent pas, ils peuvent être virés par le chef à tout moment. Et après, tu as des membres que tu peux catégoriser par 3 niveaux, mais qui ont à peu près les mêmes pouvoirs, mais tu peux mettre des membres de niveau 3, niveau 2, niveau 1. Voilà, ça crée juste une hiérarchie un peu qui sert à rien, si ce n'est d'avoir l'impression d'avoir un grade plus haut. Donc, à chaque fois, moi, ce que j'essaie de négocier, c'est au moins un rôle d'officier dans une guilde.
Parce que bon, moi, je suis chef de guilde, mais si je peux jouer avec une autre guilde, mais je vais au moins négocier un rôle d'officier pour que je puisse permettre à mes joueurs d'entrer et venir dans la guilde. Et en essayant de m'entendre avec le chef. Parce que mon but, c'est de m'entendre avec les chefs, clairement. Parce qu'en fait, dans ce jeu, c'est blindé d'ego, parce que c'est blindé de chefs, c'est blindé enfin, tous ceux qui restent et qui sont chefs, clairement, c'est des gens qui ont envie d'avoir le pouvoir, le plus de pouvoir possible. En fait, c'est hyper politique. Là, au final, j'ai l'impression qu'il y a une grande part politique, donc de gestion d'ego. Au final, quoi, Game of Thrones, au final, c'est détente, quoi, à côté de ton jeu, quoi. Donc, parce que on dit souvent, tu vois, on fait souvent le parallèle entre Game of Thrones et l'aspect politique, mais au final, dans ce jeu, il est hyper important parce que ça veut dire, on est vraiment sur de la stratégie, mais avant tout politique, à savoir, ok, il faut juger ses forces, quelles sont ses faiblesses, ok, quels sont mes atouts, comment je peux les mettre dans la balance, comment ça peut l'aider à atteindre son objectif à lui, comment sa guilde à lui peut m'aider à atteindre mon objectif. C'est hyper stratégique, c'est hyper politique. Et donc, ça demande également beaucoup de diplomatie pour le coup. Ah oui, bah, clairement. La diplomatie, c'est un autre aspect. Je sais pas, j'avais une partie de moi qui rêvait d'être diplomate dans la vraie vie. Et bon, là, aujourd'hui, d'être diplomate, je crois que j'avais regardé. Mais bon, c'est le parcours. Le parcours est long et compliqué. Et je suis pas certain que ce soit aussi, on va dire, inspirant qu'on peut se l'imaginer aujourd'hui. Ça Oui, et pouvait l'être, tu vois, il y a quelques années, mais peut-être pas maintenant. à mon avis, les diplomates aujourd'hui, ils ont vraiment très peu de marge de manœuvre. Ouais. C'est vraiment très compliqué. Je pense qu'on a plus moyen d'être un vrai diplomate dans Rise of Kingdom, tu vois, que, que là, ce serait intéressant de savoir, mais franchement, les leviers des vrais diplomates aujourd'hui, ils doivent être vraiment très faibles. Si on regarde juste actuellement, je pense que on va dire que la personne qui se prétend président dans le pays où nous vivons actuellement, pas certain qu'elle fasse appel à des diplomates, tu vois, pour l'aider au niveau de ses relations internationales. Voilà. Ouais. Mais ça, ce n'est qu'une observation, ce n'est allez, Un un point avis, de vue, une opinion. Voilà, une opinion. voilà, tout simplement. Et je ne dirais, oui, oui. Ceci ne nous regarde pas. Non, non, diplomate n'est pas une case de planqué Cela ne nous regarde pas. qui gagnerait éventuellement pas mal d'indemnités. Cela ne nous regarde pas. Donc pour revenir au final, moi qui ai une passion vraiment pour la diplomatie, parce que voilà, j'ai envie que voilà, je suis utopiste dans le sens où je rêve d'un monde où il n'y a pas de guerre, clairement, où tout le monde vit voilà, dans la paix, au moins dans la paix, l'harmonie et, et tout ça. Donc, on voit là, en plus, que c'est pas vraiment la tendance qu'on a, c'est assez compliqué. Mais du coup, encore une fois, le jeu met parfaitement en parallèle le monde de la vie réelle. Et pour le coup, une perspective de comment on pourrait arriver à unir tous ces égos qui sont sur notre planète, quoi. Et donc oui, moi, en jouant en chef de guilde, bah, je me confronte aux autres gros égos de mon serveur. Donc j'ai réussi à monter top 7 égos, top 7 dans mon serveur. Et donc voilà, bon, le top 1, c'est vraiment difficile d'être top 1, surtout vu la scission que j'ai eu au départ. Franchement, si j'avais pas eu la scission au départ, je pense qu'on aurait pu faire au moins top 3, voire peut-être même top 2, et pourquoi pas top 1. Vous étiez combien? Enfin, c'est sur 50, enfin, sur une guilde de Mais non, 50 mais ou en fait, c'est. c'est que, en fait, tu vois, une fois qu'on est dans le jeu, c'est un jeu de puissance. En gros, Mhm. faut être chef de la guilde la plus puissante. Donc, il faut que tu attires les joueurs les plus puissants. Et donc, la puissance amène la puissance. C'est-à-dire que, mais tout peut se faire en un déclic.
En fait, ce qui est génial aussi dans le jeu, c'est que tu vois trop l'effet de masse. C'est-à-dire que un mouvement, genre deux personnes qui quittent une guilde, qui rejoignent une autre, va implacablement entraîner d'autres joueurs. On est tous comme ça, on a un effet, bon, le mot péjoratif, c'est un peu l'effet mouton, mais l'être humain est comme ça. L'être humain est suiveur. Il y a beaucoup de gens qui suivent, et même moi, enfin tout le monde. Moi, si je vois un mouvement, je vais suivre ce mouvement. Et en fait, dans le jeu, on voit très bien cet effet de mouvement aussi. Donc, je ne sais plus où je voulais en venir. En tout cas, moi, ce que je perçois, c'est que finalement, donc, je parlais de vision tout à l'heure, donc de direction. Et au final, c'est que même, j'imagine, pour recruter, c'est ce que disait, tu vois, John de Martini, donc pour sortir, tu vois, l'aspect communauté, mais il disait celui qui a le plus de certitude dirige. Et donc, j'imagine que celui qui a le plus de certitude dans son projet ou la direction dans laquelle il va le mener, et s'il est affirmatif, et si en plus de cela, c'est un bon vendeur, ça veut dire que il amène les bons arguments, il amène peut-être des preuves sociales ou des éléments d'autorité. J'imagine que ça va jouer en faveur pour recruter de nouveaux joueurs qui vont se dire ah putain mais non mais avec lui on sait où on va et ouais ça va être stylé. Ouais. Alors il y a cet aspect-là évidemment je pense qu'il y a une bonne chose, mais on va pas se mentir, il y a quand même aussi l'aspect financier et encore une fois Ça fait partie des éléments d'autorité et de preuve sociale. Ah, tout à fait. Et sur les serveurs, en gros, généralement, et c'est là que les Vietnamiens sont très forts, parce que en gros là, encore une fois, sur un serveur de Rise of Kingdom, le royaume où je suis, donc un royaume c'est un serveur, on a une top 1 vietnamienne, encore une fois. Le précédent royaume où j'étais, où là j'étais pas chef de guide, j'avais juste rejoint un groupe, eh ben, c'était encore les Vietnamiens qui avaient raflé la mise. Et donc, eux, en fait, comment ils font, ils observent je pense, je suis pas encore dans leur petit papier, mais ce que j'observe, c'est que ils regardent tous les royaumes, tous les serveurs de Rise of Kingdom et ils regardent où est-ce qu'il n'y a pas une autorité financière. Et ils vont envoyer un gars qui va arriver. Et là, sur le serveur où j'étais, le 3692, au départ, c'était un royaume faible, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de grosses, on appelle ça une baleine, voire même un kraken. C'est-à-dire quelqu'un qui donc une baleine, c'est comme au poker, j'imagine. Baleine, c'est-à-dire c'est celui qui va cracher et qui en a, on va dire, qui a poche illimitée. Voilà, qui a une CB infinie. Voilà. Pour qui l'argent n'est pas un problème. Voilà, qui a la carte bancaire d'Elon Musk, par exemple. Pour qui 10 000 euros, c'est 10 euros pour toi. Donc, moi, je visais un serveur faible. Parce que mon but, c'était quand même d'aller le plus haut possible. Donc, en fait, il y a eu tout un travail en amont où, avant d'arriver sur un serveur, pendant 1 mois et demi, pendant que je recrutais, je discutais avec des chefs de guilde qui, justement, prétendaient aller conquérir un serveur. Donc, il y a eu tout un premier jeu qui se passait uniquement sur Discord, pour le coup, pour que, justement, je me mette d'accord avec différents groupes pour pas être en concurrence avec eux. Et moi, justement, je m'étais mis d'accord avec une guilde saoudienne, pour le coup, qui, justement, revendiquait un serveur, et je m'étais mis d'accord avec un des chefs pour dire ok, moi j'irai sur ce serveur-là et je vous laisse aller sur ce serveur-là. Et c'est là-dessus que justement on a une autre scission parce qu'en fait en gros la moitié de mon équipe a préféré rejoindre la guilde saoudienne. Donc en fait pour revenir à nos amis vietnamiens, eux ils ont comme moi en gros, observer et viser un serveur où il n'y avait pas de grosses baleines. Parce qu'en fait, les Russes contre qui je me suis confronté,
Ils avaient une baleine au départ, mais ils en avaient qu'une et elle n'était pas trop puissante. C'est-à-dire qu'avec, on aurait vraiment pu la contrer. Et en fait, les Russes, au final, ils géraient tellement mal que, en gros, ils se sont mis à dos tout le royaume. Donc, ils étaient vraiment plus puissants, mais ils se sont fait dégager. Donc, une alliance la plus puissante peut vraiment se faire dégager. Et là-dessus est arrivé un Vietnamien qui a, bon, je pense c'est un kraken. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le niveau au-dessus de la baleine. Baleine, je pense que moi, voilà, on va dire que la baleine, c'est le mec qui veut pouvoir mettre 1000 euros en un jour dans le jeu, voilà, sans problème. Le kraken, ça va être plutôt 10 000. Et du coup, il y a un kraken vietnamien qui est arrivé, je pense, qui a mis en estimation entre 10 et 20 000 euros en un jour dans le jeu. Ouais. Et il a mis un peu tout le monde d'accord. Et donc, ça, c'est. En fait, par serveur, il n'y en a qu'un joueur comme ça. Je regarde les serveurs qui sont autour de nous. Il y a même un serveur, celui qui est avant nous, enfin, s'il y en a un à chaque fois. Il y en a au moins un ou deux à chaque fois. Donc, ce qu'il faut, c'est sûr que ce joueur-là, c'est compliqué de se le mettre à dos. tu peux pas trop te le mettre à dos. Mais ce joueur-là, il a besoin du peuple. Il a besoin. C'est marrant parce qu'en termes politiques, c'est vraiment comme un financier qui va financer par exemple un parti politique ou un candidat. Tu Ouais. vois, enfin, tu penses à des candidats présidentiels qui vont demander à faire appel à des sponsors qui vont mettre énormément d'argent. On est vraiment dans la même logique. C'est incroyable tellement le parallèle, moi, tous les jours, et d'autant plus encore aujourd'hui, avec ce qui se passe. Mais le parallèle est incroyable. Incroyable. Mmh. Donc, ce Vietnamien a besoin du peuple. Alors, du coup, j'avais un espoir d'être son représentant du peuple. Mais en gros, j'ai pas été assez puissant parce qu'on était top 7 et naturellement, il s'est tourné vers la top 2. Et c'est les Hispaniques avec qui j'ai du mal. Ils me prennent vraiment pour un. Ils me prennent pour un con, clairement. Et ils n'arrêtent pas de me mentir et de me promettre des choses tout en sachant qu'ils vont pas du tout tenir leurs promesses. Bon, ce qui fait que voilà, je suis dans une situation pas facile, mais voilà, là en ce moment, je suis ami avec les Turcs et on va voir ce qu'on va faire pour la suite, si on va recommencer, si on va changer de serveur ou pas. Et mais voilà, c'est hyper. Moi, je suis hyper content d'être avec les joueurs avec qui je joue aujourd'hui là. Le but, c'est de continuer à mieux expliquer notre état d'esprit, à mieux fédérer, à mieux trouver des joueurs qui sont dans notre philosophie. Et il y en a. Et il y en a, et je me fais pas de soucis. C'est pas les joueurs les plus fréquents. Je te cache pas que les joueurs ont plutôt tendance à aller vers les baleines, à aller en gros porter allégeance à ceux qui ont le pouvoir financier. Mais il y a des joueurs là qui vont prendre un malin plaisir à aller se battre contre des gens qui ont de l'argent pour leur montrer que la puissance collective peut être aussi très forte. C'était ma question justement, c'était quoi l'avenir? Et au final, est-ce que c'est pas on va dire une vision, ou même un projet long terme? Parce que j'imagine que pour fédérer, voilà, une équipe ainsi, qui respecte des valeurs qui vont quand même à contre-courant de ce qui peut se faire, j'imagine, dans le jeu actuel, tu es obligé de développer une culture. Donc, on est vraiment dans une culture communautaire, mais communautaire dans la communauté. Donc, c'est vraiment une culture de guilde. Tu as vraiment besoin, pour le coup, de développer une culture de guilde avec voilà, des valeurs, une mission et même une direction à enseigner, à partager, à diffuser. Est-ce que, voilà, enfin, moi, la réflexion que je me fais, mais est-ce que c'est pas quelque chose que tu vas peut-être réitérer, que tu vas continuer plutôt sur du long terme?
Alors, oui, il y a des chances. Moi, je me suis fixé au moins cette année 2025 pour arriver à mon objectif, sachant que voilà, une aventure dure 2 mois et demi. Euh, j'ai possibilité au moins d'en mener deux autres. Là, c'était vraiment la première où j'essayais vraiment de faire les choses bien. Elle m'a beaucoup appris. Elle m'a vraiment beaucoup appris. Après, j'ai rencontré aussi un autre streamer, YouTuber qui est plutôt dans la même philosophie, qui a une chaîne qui s'appelle Supreme Gaming, qui a un peu le même type de projet, un peu seul contre tous, on va dire, qui en gros, on n'a pas peur de. Parce qu'en fait, ce qui est bien aussi, c'est dans le jeu, c'est que on est confronté, voilà, à nos peurs, en fait. Et clairement, moi, je cherche des gens qui n'ont pas peur, qui n'ont pas peur de perdre leurs troupes et qui n'ont pas peur de se battre contre plus fort qu'eux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, tu as un passif maintenant, puisque maintenant, tu peux arriver. C'est vrai qu'au départ, tu es arrivé, disons que tu étais tout seul avec ta bite et ton couteau, et que là, maintenant, quand même, tu as un passif, tu as de l'expérience, et que tu peux, voilà, en plus, tu peux maintenant attirer beaucoup plus de personnes avec ton message, puisque tu dis, non, mais en fait, ça existe, voilà, voilà ce que j'ai fait. Bah, si on est beaucoup plus nombreux, voilà, bah, c'est clair que ça va être beaucoup plus drôle la prochaine fois. Oui, ah oui, oui, clairement. Clairement, là, surtout qu'il y en a qui sont. Là, j'ai un ami là qui est un Polonais là qui est avec qui on s'est super bien entendu. Et lui, il est super chaud pour recommencer. Mais il a découvert le jeu. Il faut savoir que moi, le jeu, je le connais depuis 2-3 ans. Donc, j'avais quand même une expérience. J'avais jamais monté vraiment de projet de guilde. Euh, je, J'étais encore en phase d'apprentissage parce qu'en fait, dans le jeu, il y a un nombre de règles énorme. On peut pas apprendre le jeu en, on peut pas apprendre le jeu en un jour. C'est pas comme un jeu de société où on va passer 20 minutes à expliquer les règles. Là, pour expliquer les règles, euh, il faut 3 mois. Hmm. Pour connaître le jeu, il faut minimum. Allez, on va dire qu'en un mois, peut-être, en un mois, en y étant tous les jours, 8 heures par jour, peut-être on va commencer à comprendre quelque chose. Mais en jouant normalement, il faut une aventure complète pour vraiment comprendre vraiment tous les enjeux, le fonctionnement du jeu. Hmm. Donc oui, c'est forcément du long terme. C'est forcément du long terme. Et du coup, avec tous les joueurs qui auront tenu ce premier cap, là, ce fameux 1% de joueurs qui vont rester là et qui restent dans le jeu et qui sont l'âme du jeu. Donc, moi, je sais pas ce que je vais faire encore là. Je suis vraiment à un moment assez clé où la première conquête du temple perdu, c'est-à-dire que la première définition du premier roi va bientôt avoir lieu. On va avoir un premier choix à faire. J'ai eu aussi une deuxième scission dans mon groupe, hein, d'une personne avec qui je jouais depuis longtemps, mais on n'avait jamais vraiment joué ensemble. C'est-à-dire qu'on se parlait dans le jeu, mais on n'avait pas fait de l'aventure ensemble. Et on a eu un petit accrochage, c'est-à-dire que je pense qu'elle a il y a eu un malentendu, parce qu'en fait, et c'est là que tu vois les guerres, comment ça peut partir en vrille sur des malentendus. C'est incroyable. La communication est vraiment la chose la plus importante. Et même dans la vie, même pour tout de manière générale, que ce soit en business, en amour, en stratégie, en tout ce que tu veux. La communication, c'est c'est la clé. Hmm. C'est pour que les choses se passent bien. Et les malentendus vraiment sont vraiment source de gros conflits. Donc là, je suis en train d'essayer je pense que voilà, il y a eu un malentendu. J'essaye de faire au mieux pour m'exprimer, pour communiquer, mais c'est vraiment pas simple. Donc là, mais moi, voilà, j'essaie d'être diplomate le plus que je peux. Donc, je sais pardonner, je veux pardonner, je veux aller de l'avant. Je sais reconnaître les valeurs enfin, je pense savoir reconnaître la valeur des gens.
surtout quand ils ont les mêmes valeurs que les miennes. Donc cette personne a les mêmes valeurs que moi. C'est juste qu'il y a eu un malentendu. Je pense que voilà, j'essaye de recoller les morceaux. Je pense que bon, elle est partie très fâchée. Je pense que ça peut recoller. Je sais pas. Voilà. En fonction de si ça recolle ou pas, notre avenir va potentiellement changer. Parce que moi, en gros, je veux prendre des décisions, mais maintenant, je veux plus les prendre seul. Je veux avoir des personnes qui ont la même volonté d'être chef de guilde. Parce que clairement, pour conquérir un serveur, on ne peut pas le faire qu'à une seule guilde. Il faut qu'au moins on soit au moins 3 guildes, grand minimum. Moi, je dirais dans ma stratégie, ce serait au moins 6, pour être sûr. Donc, je vais devoir me décider, et je veux pouvoir décider avec d'autres chefs de guilde. Donc, moi, je forme des officiers, je forme des chefs de guilde aussi, mais il faut avoir l'envie d'être chef de guilde. Il faut qu'un joueur ait envie d'être chef de guilde. Et il faut qu'il ait envie de s'entendre avec moi. Donc, ça se trouve pas à tous les au coin de la rue. Donc là, j'ai quand même maintenant pas mal de joueurs dans mon groupe qui est resté, avec qui je vais pouvoir bien m'entendre. Et il y en a qui sont en capacité d'être chef de guilde aussi, qui veulent bien jouer. Donc on va voir la suite. Il y a aussi ce streamer qui a un projet aussi un peu comme moi, de seul contre tous, mais du coup qui a aussi réussi à fédérer des gens qui n'ont pas peur de se battre contre plus fort. Donc voilà, à voir la suite. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Parce qu'en plus, ce qui est génial dans le jeu, c'est que tu vois là, à l'heure actuelle, ça joue tout le temps. Enfin, que le jeu ne s'arrête jamais. Et parfois, bah, il y a des changements radicaux. C'est-à-dire, ça se trouve là, je te parle, et ça se trouve en ce moment. Ma guilde se fait détruire, ou alors il y a quelqu'un de super puissant qui nous a rejoint, ou ben voilà, il peut se passer n'importe quoi à tout moment. C'est ça qui est marrant. Il y a une stratégie de long terme, mais il y a une stratégie de court terme qui est permanente. Ouais, ce qui est intéressant, c'est, enfin, j'ai aussi un gros aspect management humain dans tout ce que tu partages. Et je suis certain qu'il y a des gens, tu vois, s'ils sont managers d'une équipe dans une entreprise, mais à mon avis, qui se reconnaîtraient tellement dans ce que tu racontes. Ah bah, Je suis certain qu'il y a des gens, et c'est même si c'est pas gérer une équipe de jeux vidéo, juste gérer une équipe, par exemple, soit une équipe commerciale ou une équipe voilà, opérationnelle. Je suis certain que là, on est typiquement sur du management. Là, c'est vraiment tous les aspects que tu abordes, c'est avant tout du management. bah, c'est pour ça qu'on retrouve du coup ces notions de jeu dans du team building dans certaines entreprises, hein, clairement. Et c'est pour ça que les Asiatiques sont super forts, parce qu'ils ont totalement compris ça. Et qu'en Europe, enfin, genre, faire comprendre à des joueurs en France que jouer à Rise of Kingdom, par exemple, va te permettre à ton entreprise d'être plus performante, on n'est pas encore là, tu vois. Mm. En Asie, ils ont totalement compris ça. Mais parce que le cerveau, il comprend que la seule façon d'apprendre, c'est en s'amusant. Donc là, tu proposes de t'amuser et derrière, tu vas, tu vas créer des liens donc avec d'autres joueurs. Mais en plus de cela, en plus de créer du lien, donc en fait, tu vas générer toutes les quatre neurotransmetteurs du bonheur. L'ocytocine, bah, tu es avec d'autres potes, donc là, tu vas créer du lien. Dopamine, forcément, à chaque fois que vous allez gagner, ça va générer de la dopamine. Sérotonine, donc tout ce qui va concerner la concentration, le focus. Forcément, c'est intéressant. Et alors, quand vous avez terminé, quand vous avez une victoire, endorphine, paf, bah, c'est trop cool, quoi. Donc Ouais. ouais. Effectivement, là, je me retrouve vraiment encore, c'est vraiment, ça recoupe vraiment tout ce que moi j'avais envie, c'est que il y avait une dimension RH aussi que j'ai toujours eu envie de faire ça. D'ailleurs, voilà, je suis toujours ouvert à faire ça, mais du coup, clairement. Au final, là, pour moi, ça, c'est une véritable expérience de RH, hein, ce que tu fais. Hein. Ah bah complètement. Et je me suis même retrouvé du coup à faire du recrutement, comme je t'ai expliqué au départ. Bah oui. Et, du coup, j'ai essayé tu vois, d'identifier, d'être le plus clair sur ce que j'attendais des personnes. Donc, j'ai fait un petit questionnaire de recrutement. Bon, je n'ai pas fait des entretiens, mais j'ai vu des personnes faire des entretiens aussi.
J'ai pas fait d'entretien, moi, en vocal, mais dans une ancienne guilde, j'ai eu un entretien, je me souviens, l'anecdote, un gamin de 16 ans qui faisait des entretiens de recrutement d'officiers dans le jeu, mais il m'avait pris de haut, mais avec un ego, genre son jeune âge, un ego surdimensionné. Le mec m'expliquait la vie, quoi. C'était incroyable. J'étais là, mes oreilles n'en revenaient pas. J'avais un gamin de 16 ans qui m'expliquait la vie, clairement. Il m'expliquait la vie. Et pour me recruter dans Rise of Kingdom. C'était génial. Il m'a fait passer un moment exceptionnel. Ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que évidemment, je n'étais pas assez bon pour lui. Il a fini par me virer. Mais c'était exceptionnel. Donc oui, effectivement, il y a un vrai, il y a même les chefs de guilde savent qu'il y a, il y a une notion de management de RH à faire qui est très complexe et qui est hyper instructif. Et c'est vraiment une activité, c'est même un métier. Hein. De toute façon, dans le e-sport, c'est un métier. Enfin, là, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier et oui, là, il y a une vraie expérience. Hein. Pour le coup, pour le CV, tu dis non mais attendez, j'ai managé tant de personnes, hein, donc ouais, tu vois, j'ai fait partie de l'associatif. Moi, quand je parle de management, je parle souvent du fait que j'ai co-géré, tu vois, un projet où j'étais en partenariat, tu vois, avec une autre association, où c'était un projet qui a duré quand même 9 mois, enfin 8 à 9 mois, où ça a été des rencontres régulières. Il a fallu que j'aille rencontrer d'autres partenaires, donc ouais. C'était avec SOS Racisme, tu vois, il a fallu que je créer une intervention auprès de collèges, donc il a fallu que j'aille rencontrer les collèges, les démarcher, donc pareil, pitch, vente, organisation, management, ouais, donc ouais, t'es obligé, hein, donc ouais, et ça, au final, tu vois, on ne pense jamais, tu vois, à mettre ça en avant au niveau de ses compétences professionnelles. Mais putain, tu mets tellement de compétences en fait qui peuvent être utiles pour n'importe quel employeur et même dans ton projet en business. Ah, putain, c'est super important. Mike, bah écoute, ça fait 1h32. Je pense qu'on est pas mal. Là. Je pense que c'est top. Où est-ce que les gens, s'il y a des gens qui sont intéressés par le jeu, qui ont envie de découvrir et qui ont envie de venir dans ta guilde, on sait jamais, hein, sur un malentendu. Alors, je vais vraiment être honnête et sincère. En fait, moi, je suis prêt à accueillir toute personne, mais franchement, c'est vraiment un investissement. C'est pas rien ce jeu, comme on a pu le voir. Ouais. Et il faut vraiment avoir envie de découvrir toutes les notions qu'on vient d'aborder. Moi, je cherche plutôt des joueurs qui ont déjà joué, qui ont déjà un compte. Donc, qui ont déjà un minimum d'expérience, parce que sinon, on découvre, ou vraiment qui ont toutes les passions que je viens d'exposer. Ok, ça marche. Clairement. Sinon, ça va être compliqué. Oui, moi, en fait, alors, on peut me retrouver facilement. De toute façon, je pense moi, j'ai un site où j'expliquais pas mal de notions de développement personnel, de comment se mettre en relation avec les gens. Bah, Donc, je le mettrai en dessous, toi, je le mettrai en dessous dans les liens comme ça pour que ça, si les gens s'intéressent d'en savoir plus sur toi, bah, je le mettrai en dessous, tout simplement. si, c'est Laclé Michael, ça c'est mon vrai nom, hein, moi je me cache pas. J'ai un site aussi. Après, c'est sur Discord, donc les choses se passent dans le jeu, les choses se passent sur Discord quand même. Donc, il y a un lien aussi. J'ai commencé aussi à présenter le projet de e-sport avec du coup la structure là, Pixel Player. Donc oui, si vous avez envie, hein, je vais pas être difficile à trouver. Hein. J'ai même sur mon profil LinkedIn, j'ai mis que j'étais animateur de jeu et on peut me retrouver, Michael Laclé. Il y a pas de problème. Top. Et en fait, je viens d'y penser et je pense que ça va être hyper intéressant pour terminer le podcast.
C'est finalement pour toi, quelles sont les 3 leçons que tu retires de cette expérience? Très bonne question. Ah, tellement de leçons. Ce jeu me donne une leçon quasiment chaque jour. C'est des leçons. Je sais pas, c'est pas facile, hein. La leçon, c'est que, franchement, la communication, c'est vraiment le plus important. Arriver. Ah là, je retrouve un peu les accords Toltec. Les accords, les 4 accords Toltec. Alors j'ai plus le nom exact, la définition. Il y en a un, c'est que ta parole soit impeccable. Ouais, voilà, ça c'est vraiment hyper important. C'est très difficile, euh, mais euh, mais ça c'est hyper important. Après, la deuxième leçon, c'est que malheureusement, le pouvoir appelle le pouvoir, l'argent appelle l'argent. Donc malheureusement, c'est ça. Ça reste une leçon, hein, qui malheureusement bah, montre que ça marche toujours. Et puis la troisième positive, c'est que quand même, rien n'est plus fort que l'aspect communautaire de solidarité pour prendre un maximum de plaisir. Merci Mike. Merci à toi, Pascal. Ouais, c'était cool. Et puis, quant à nous, on se retrouve pour un nouvel épisode. Je te dis à plus tard. Salut.